Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui nous sommes en mai 2015 et vous me trouvez un petit moment de pause entre un peu de travail chez un client ici en Turquie. Je suis évidemment à Istanbul pour les puristes musulmans Constantinople et pour les héritiers du monde romain, évidemment Byzance. Alors évidemment Istanbul, capitale de... non pas capitale, mais la plus grande métropole de Turquie, capitale c'est Ankara évidemment. Ici, vous voyez derrière moi la grande et magnifique mosquée bleue. Je vais me tourner ici sur l'esplanade et derrière on la voit mal, elle est cachée par des beignets. La grande et magnifique aussi Sainte-Sophie, transformée en mosquée. Et derrière, il y a le sublime palais, la sublime porte, Topkapi. Et puis, d'ailleurs, un peu plus loin par là-bas, il y a le Grand Bazar. Centre-ville, ici, ancienne Byzance, ancienne Constantinople, extrêmement magnifique. De Turquie, comme vous le voyez, je suis entouré de touristes. Je vais reprendre la vidéo sur une terrasse de café un peu plus calme, sans bus, sans touristes. Beaucoup de touristes du Moyen-Orient, beaucoup de touristes russes. On voit que le monde change, beaucoup de Chinois. Quelques Européens également, des Américains. Grande ville, si vous avez encore le temps avant l'effondrement de prendre des vacances, c'est un lieu assez extraordinaire, j'aime beaucoup. Bon, on va faire la suite de cette vidéo tout à l'heure. Je vais vous parler d'islam, de guerre de civilisation. C'est un sujet complexe et délicat, mais on verra si j'y arrive. À tout à l'heure. Me revoilà sur une terrasse de cette magnifique ville d'Istanbul. Ce qui est bien, c'est qu'on a une grande culture de café, une grande culture de boissons, de terrasses, toujours des musiques lounge. D'ailleurs, vous allez l'écouter en arrière-fond. Et puis, vous voyez, voilà, on voit là-bas au fond l'asiatique, le partie asiatique et moderne de Istanbul. Et ville que j'aime beaucoup, j'y ai travaillé. J'ai travaillé lorsque j'étais dans l'industrie des logiciels, où on avait aidé à monter Oracle Turquie. Et puis plus tard, monter les distributeurs pour les différentes sociétés de logiciels dans lesquelles j'ai travaillé. Hello. May I have Turkish coffee? Turkish coffee, oui. No sugar? No sugar. And a small bottle of sparkling water? With gas. With gas. Teşekkür. Voilà, j'ai ordonné mon kawa, mon café. Grand café turc. Les Turcs ont été ceux qui ont amené le café à travers l'Europe et le monde. Donc. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'islam et de conflits de civilisation. Alors, je ne sais pas si j'ai une bonne lumière. En tout cas, j'espère que vous avez le son. Voilà. La raison, c'est que, comme vous le savez, j'ai rencontré l'année dernière le Cheikh Imran Hussein, qui est un personnage dans le monde musulman, dans l'étude islamique, et qui est l'un des rares, en fait, à avoir un message, d'une part, c'est pas le seul, hein, mais en tout cas, d'une part, essentiellement pacifique, et d'autre part, une vision eschatologique, une étude de la vision eschatologique de l'islam qui se rapproche, et c'est une coïncidence assez étonnante, et donc comme les coïncidences ça peut exister, mais quand elles sont fortement corrélées avec des prévisions techniques, mathématiques, c'est plus que la coïncidence, donc ça m'intrigue. Et donc il y a une vision de la fin de notre monde, en tout cas évidemment il a une approche religieuse, une approche spirituelle, enfin avec des impacts pratiques et réels dans le monde matériel qui sont très similaires à ceux que moi-même, par déduction, par lecture, par extrapolation, en poussant plus loin un peu aussi certains raisonnements qui existent depuis les années 70, rappelez-vous les prédictions du Club de Rome, etc. Si on prend ces prédictions et qu'on pousse au bout le raisonnement sur les conséquences, ce qu'eux n'ont jamais fait, ou alors en des termes extrêmement finalement philosophiques ou simplement euphémistes, si vous voyez ce que je veux dire, légers, on arrive à la même conclusion, c'est qu'on a un monde qui est en train de s'effondrer, qui va s'effondrer, et des mécanismes de plus en plus clairs par rapport à ce qui va arriver. Et donc, c'est mon rendez-vous qui m'appelle. Et donc, voilà, j'étais très intéressé à en savoir plus. Alors, pour ça, il faut que je vous donne un petit compte-rendu de mon expérience avec l'islam et le monde musulman, si on veut parler de ça. Alors, je l'ai souvent dit sous forme de boutade, mais c'est vrai. Lors de conférences et en différentes vidéos,
c'est qu'en fait, moi ayant vécu en Suisse et ayant été dans une école privée en Suisse quand j'étais enfant, école internationale donc, puisque mes parents venaient d'Italie et qu'ils travaillaient pour une multinationale et que donc ils nous offraient l'écolage dans une école privée qui était chère et qui était censée avoir un meilleur niveau d'éducation déjà à l'époque, donc je vous parle des années 70, que l'école publique. C'est pas forcément vrai en Suisse à cette époque, mais en tout cas c'était une école internationale, donc on était exposé à l'anglais, on était exposé à aussi des étudiants, d'autres, mes camarades de classe. Moi j'avais les copains dans la classe, il y avait des Libanais, il y avait des Français, il y avait évidemment quelques Suisses, mais peu. Mais il y avait aussi voilà, des gens dont les parents travaillaient dans la communauté internationale auprès des Nations Unies à Genève. Et donc ça donnait cette ouverture. Et puis ayant une section anglaise, on apprenait l'anglais, donc c'était une école bilingue. Et donc évidemment ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai conscience d'avoir été privilégié d'être dans ce genre d'école. Cela dit, et en plus, ce qui était intéressant, c'est que dans cette école, et à Genève à cette époque, les rarissimes personnes qui étaient musulmanes, c'était essentiellement des diplomates ou donc des gens d'un certain niveau intellectuel déjà, a priori, et surtout dans les années 70. Et puis c'était aussi les enfants de ces diplomates dans les écoles, comme la mienne, ou des enfants de riches industriels ou simplement monarques des pays du Golfe et leurs familles qui envoyaient leurs enfants dans des écoles privées suisses. Et donc, pour moi, un arabe, un musulman, c'était quelqu'un de très riche. C'était pas du tout l'ouvrier maghrébin comme en France ou comme en Allemagne, l'ouvrier turc ou kurde en Gastarbeiter dans les pays européens ou en Angleterre, l'ancien pakistanais ou autre. Et voilà. Teşekkür. Et donc mon expérience a toujours été très ouverte, très respectueuse. On se moquait un peu de ces enfants, des riches saoudiens et autres dans ces écoles parce qu'ils avaient tendance à ne pas prendre de douche après le sport, mais en revanche se badigeonner de parfum. Donc ils sentaient très très fort le parfum. Et donc bon, on se moquait un peu, mais c'était bon enfant et ça n'allait pas plus loin. L'approche par rapport à la religion était totalement non présente, absolument pas, puisque ces personnes ne pratiquaient pas ou visiblement pas, c'était des jeunes d'abord, et puis ce qu'ils faisaient chez eux le week-end, on ne le savait pas, donc a priori, bon, et je crois qu'en plus la religion musulmane à cette époque était encore dans une phase où il y avait d'un côté, c'était la fin du nationalisme arabe laïque, enfin c'était le début de la fin du nationalisme arabe laïque. Il faut savoir que c'était juste après la guerre de 73, donc il y avait encore une forte présence de ce panarabisme qui était plutôt laïque. Et même par exemple, pensez au combat palestinien, il était encore sous l'OLP, plutôt d'essence laïque et non religieuse, comme ce fut le cas plus tard avec le djihad islamique ou comment il s'appelle pas le Hezbollah, il y a le Hezbollah au Liban, mais aussi en bas le Hamas. Quand je pense Hamas, je pense Famas. C'est une déformation professionnelle. Voilà, donc c'était encore une époque où il n'y avait pas beaucoup de présence religieuse, d'une part par le nombre, et même si vous vous souvenez, dans les années 70 ou 80, même en France ou en Angleterre, la problématique de l'immigration, elle était elle était raciale et pas religieuse. Elle était par rapport au fait que beaucoup de Français, d'Anglais ou d'autres commençaient à voir d'un mauvais œil des gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient d'ailleurs souvent de leur colonie précédente. Et donc il y avait un côté territorial et racialiste, culturel, mais peu religieux. Bien que religion et culture, ça va ensemble. Alors, plus tard, lorsque j'ai travaillé dans les logiciels, j'ai commencé à voyager. Voilà, mon café est arrivé, je vais vous montrer. Ça, c'est typique de la Turquie. Toute cette l'art dans toute chose, c'est un pays typiquement méditerranéen. On met beaucoup d'art, beaucoup de soins dans le détail, dans tout, dans la présentation. C'est très sophistiqué. J'aime bien la sophistication. Ça a un coût, mais ça a aussi une grandeur de civilisation. On va parler de civilisation justement. Vous allez voir, c'est une vidéo qui sera peut-être longue. Je vais peut-être l'alambiquer un petit peu par mes souvenirs personnels. Mais vous allez voir où je veux en venir parce que c'est un sujet assez délicat et d'une part j'ai pas envie qu'il y ait de fatwa et de djihad contre moi et d'autre côté je vais vous dire aussi pourquoi du côté entre guillemets européen
ça peut déplaire lorsqu'on parle de l'islam. Alors, j'ai beaucoup travaillé lorsque j'avais entre 20 et 35 ans, entre l'Afrique bien sûr, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le Maghreb, et l'Égypte et le Proche-Orient. Donc c'est vrai qu'en voyageant dans tous ces pays, alors clairement, là je me suis rendu compte que les Arabes, c'est aussi beaucoup et surtout des gens pauvres, c'est pas du tout du genre riche évidemment. Lorsque vous voyagez en Algérie, en Tunisie même si la Tunisie c'est un pays riche, même comme la Turquie qui est un pays assez riche, mais enfin vous voyagez dans la plupart des pays, même les pétromonarchies, vous vous rendez compte qu'une grande partie de la population, elle est très pauvre. Et moi, j'ai peut-être ce côté, c'est un défaut ou une qualité de ma personnalité, c'est que j'essaie toujours de voir les côtés positifs des gens et des cultures, et je suis très ouvert à discuter, tout en étant franc, mais surtout en étant ouvert. Et je me suis fait beaucoup d'amis avec qui on a pu discuter longuement, philosopher, etc. Alors c'est vrai que la plupart de mes amis sont des gens plutôt intellectuels dans ces pays, c'est plutôt des professions libérales, des médecins, des avocats, des grands hommes d'affaires. Et leurs épouses. Et puis, moins les gens du peuple, mais enfin, les gens du peuple, on peut discuter avec eux lorsqu'on prend le taxi. Le nombre de fois on a fini par se taper la cloche et plutôt le café, mais pas plus, avec des chauffeurs de taxi avec qui on a discuté pendant des heures, pendant le trajet, qu'à la fin on a mangé ensemble et tout. Les discussions qui en ressortent sont très intéressantes. Alors c'est loin, et je devrais ajouter mes clients et les différents partenaires avec qui on travaille dans ces régions, avec qui on a des discussions philosophiques. Enfin, moi, vous savez, j'ai toujours, et c'est peut-être une raison de mon succès professionnel à l'époque, c'est que contrairement aux Américains qui arrivent pour faire des affaires et qui en gros disent « Bonjour monsieur, bon alors voilà, notre produit fait ça et ça et ça, combien vous en voulez ?» Argumentation, contre-argumentation, offre, contre-offre, négociation, on close le deal, on s'en va. Sauf que souvent, on ne close pas le deal comme ça, pas avec des populations méditerranéennes et pas des populations moyen-orientales, c'est beaucoup plus subtil. Non, ici, il faut connaître les gens, il faut s'intéresser à eux. Et bon, en ce qui me concerne, c'était sincère, vraiment. Moi, je me suis vraiment intéressé aux gens avec qui j'ai discuté à faire des affaires. Mais en plus, c'est comme ça qu'on fait des affaires. Les gens, ici, ils veulent acheter avec des gens. Il faut que le produit soit bon, sans doute. Mais il faut surtout qu'ils aiment acheter un produit avec avec un fournisseur qui leur plaît, avec qui ils ont du plaisir à parler. On ne parle pas du produit, on parle de leur famille, de l'histoire de leur famille, de leur parcours de vie, de leur philosophie, de l'histoire de comment ils vivent avec leur maman, avec leur papa, comment vont leurs enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme études, qui ils sont. Enfin, ça, c'est la vraie vie. Et c'est comme ça qu'on crée des liens sur lesquels on peut bâtir des relations d'affaires qui sont durables. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, parfois il y a des conflits, mais au moins on peut toujours travailler dessus. Alors c'est peut-être ce qui me donnait la force d'être bon et d'avoir vendu pour des millions et des millions et des millions et des millions de dollars de produits logiciels dans ces pays, mais aussi d'avoir peut-être ouvert mon esprit et mon cœur à ces cultures et à ces gens. Et donc ça m'a donné une certaine approche. Alors c'est vrai que on me le reproche parfois, et je vais vous dire, j'ai reçu pas mal de messages de gens plutôt relativement aimables. Je dois avouer que, contrairement aux gens de gauche, les gens de droite ou d'extrême droite sont beaucoup plus polis et aimables que ceux de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait 2 conférences dans ma vie avec Alain Soral, j'ai reçu des menaces de mort. Lorsqu'en revanche, de la part de gens de gauche ou je ne sais pas qui, en revanche, quand j'ai fait une conférence où j'ai rencontré Cheikh Imran Hussein, un étudiant islamique, je ne sais pas quel est le mot juste, on va voir justement, eh bien, des gens d'extrême droite, ou soi-disant d'extrême droite, ou en tout cas identitaires, etc., que je respecte, il n'y a pas de problème, qui me disent, franchement, tu fais le jeu de l'ennemi, tu fais le jeu de l'islam, on est en train d'être envahi par l'islam, etc., etc. Tu devrais pas inviter... On fait une conférence le 22 août 2015 à Genève, Inch'Allah, si elle se fait. Et donc on me dit, tu ne devrais pas inviter ce personnage parce qu'il fait le jeu des islamistes, tu ne devrais pas t'afficher avec des musulmans, ce sont nos ennemis. Mais sans menace de mort. Donc on est relativement courtois dans le loukoum, très mauvais pour ce que j'ai. Et donc, je me suis posé la question, je dis, mais au fond, mon livre est sorti en arabe, peut-être qu'il sortira en turc. Comment je peux réconcilier cette approche? Mais c'est simple.
Moi, je veux pas de mal aux gens. Et si je peux, d'une part, par rapport à mon livre, apprendre aux Turcs, aux Arabes, aux Maghrébins, à quiconque, comment devenir responsable. Parce que c'est ça le but. Comment prévoir l'avenir. Avenir qui me sera difficile, à mon avis. Comment mieux s'en sortir pour eux et leur famille et peut-être leur nation. Tant mieux. Ce ne sont pas mes ennemis. Les gens de ces pays ne sont pas mes ennemis. Même les gens de ces pays qui vivent chez moi, chez nous, en Europe, ne sont pas mes ennemis en tant que tels. Et l'islam, leur religion, pour beaucoup d'entre eux, n'est pas mon ennemi. Tant que l'on ne me force pas, tant qu'on ne m'agresse pas, vous n'êtes pas mon ennemi. Alors, sur l'islam, encore une fois, je ne suis pas un théologien, et tant mieux, parce que j'en ai un peu rien à foutre. Je suis même neutre par rapport à la religion, dans le sens, je ne suis pas hostile, ça sur moi déjà pas mal. Mais je suis neutre. Je ne suis pas hostile, je suis neutre. C'est-à-dire que pour moi, a priori, les religions, elles ont un côté négatif, un côté positif. Alors je vais passer vite le côté négatif, donc excusez-moi si je vous heurte. Mais le côté négatif, c'est que d'une part, c'est clairement, à mon avis, Et voilà ce qui arrive lorsque l'on n'a plus de mémoire sur son téléphone. Donc je reprends où j'en étais et j'ai mis un t-shirt de circonstance pour continuer non pas cette discussion, mais ce monologue. Ce que je voulais dire, c'est que, donc, si je reprends, chaque religion a des aspects négatifs et positifs. Parce que, et ça c'est mon avis, à mon sens, les religions sont des inventions humaines. C'est-à-dire que l'être humain a en tout temps eu besoin d'expliquer l'inconnu, d'expliquer ce qui est parfois inexplicable et incompréhensible, et il a inventé des forces, des déités euh, polythéistes, ce que je trouve assez cocasse et sympathique d'ailleurs, ou monothéistes, qui sont un peu plus des approches de jalouses, exclusives, en commençant par la tribale, qui est l'origine, celle hébraïque, pour aller vers la plus universelle, comme l'approche chrétienne ou musulmane, justement, mais qui reste jalouse, puisque ces religions ont parmi leurs fondements, c'est l'exclusivité de leur croyance, et qu'on ne peut pas euh, croire autre chose. Et donc, pourquoi est-ce que c'est... Alors ça, c'est l'explication pour moi, hein, et pour plein d'autres gens dans le monde, bien sûr, et la science tend pour montrer qu'il y a énormément d'explications de faits qui avant étaient religieux, et qui, en fait, ne sont pas du tout dans les écritures ou autres, ou dans des choses révélées. Alors ensuite, il y a des formes de spiritualité, même de religion, qui sont tellement malignes, si on peut dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais tellement fines, qu'elle ne donne aucune explication dans le quotidien, et qui ne donne aucune règle de vie dans le quotidien, je vais y venir, mais qui reste dans des aspects extrêmement ésotériques, philosophiques, de très très haut niveau, d'explication du sens de la vie, etc. Pourquoi pas? Et rien n'exclut d'ailleurs, et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai changé par rapport à cette approche, euh, comment l'approche, comment dire, le besoin de spiritualité de l'être humain, à mon sens, est nécessaire et important. Et je dois vous avouer que j'ai commencé, alors je reste dans la partie encore de mon avis est plutôt négatif sur les religions en général, c'est que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un malin plaisir, parce que je connais un petit peu la science, j'ai étudié maths, physique, etc. Au lycée, à l'université. J'avais un malin plaisir lorsque je rencontrais des gens et en ayant des discussions sur la religion, j'avais un malin plaisir à leur démonter leur foi, enfin en tout cas les raisonnements sur lesquels ils basaient leur foi, parce que la foi ça se discute pas. Vous croyez dans un truc, je veux dire, vous pouvez croire dans le lapin de Pâques. Il n'y a aucun fondement scientifique quant à l'existence du lapin de Pâques. Mais si vous y croyez, on ne peut pas vous convaincre, à moins de vous forcer ou vous taper sur la gueule ou vous menacer de vous égorger. Si vous continuez à y croire, à ce moment-là, vous changez et vous vous forcez à changer, etc. Mais vous pouvez croire ce que vous voulez,
c'est intime. Si vous voulez croire que le Père Noël descend des cheminées, alors j'ai beau vous montrer avec la physique que la vitesse du Père Noël pour amener des cadeaux dans toutes les cheminées du monde occidental euh, serait tellement grande qu'elle dépasse la vitesse de la lumière, qu'elle demanderait plus d'énergie existante dans tout l'univers, etc. Si vous y croyez, et les enfants y croient. Les enfants croient au Père Noël, et voilà, parce qu'on leur a mis ça dans la tête quand ils étaient petits. Lorsqu'on est dans les âges formateurs, dans les 5-6 premières années de la vie, on peut vous faire croire n'importe quoi. Si c'est les parents qui sont la source d'autorité et d'expertise, vous disent telle et telle chose, vous allez y croire, point. Comment ça se fait que les gens qui naissent dans des pays musulmans sont musulmans, les gens qui naissent dans des pays bouddhistes sont bouddhistes, les gens qui naissent dans des pays chrétiens sont chrétiens? C'est parce que leurs parents leur ont inculqué leur religion. Il n'y a pas une vérité scientifique évidente, c'est pas comme la gravité. La gravité est la même, et la physique est la même que vous soyez au Japon, au Gabon, au Mexique ou en Finlande. Voilà, pour moi la vérité, la loi avec un grand L, c'est la physique. Et donc quand j'étais plus jeune, je démontais les croyances religieuses des gens. Généralement il me fallait entre 2 et 10 minutes de discussion pour casser et démolir complètement n'importe quelle religion, n'importe quelle foi, d'un point de vue en tout cas logique. Et finalement, ça finissait par des gens qui étaient en pleurs. J'ai fait pleurer des gens qui se sont rendus compte en 5 minutes de discussion que tout ce dont ils ont cru était complètement farfelu, on va dire ça comme ça, comme le lapin de Pâques ou la Befana le 6 janvier, ou voilà, que c'était des mythes. Ou alors les énerver. C'est-à-dire que arrivé sans argument, les gens s'énervent et vont vers la violence. Alors, comme je suis un peu baraqué, ça va pour moi. Mais avec le temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, d'abord, c'est pas courtois. Et en tant que Suisse, on aime bien la paix, on aime bien la courtoisie, on aime bien les rapports, même si on n'est pas d'accord avec les gens, on aime bien les rapports paisibles. Et donc, je me suis dit, non, je vais arrêter, et je vais prendre en fait une certaine humilité, parce qu'il y a de l'arrogance à vouloir convaincre les gens qu'ils ont tort, même quand ils font des bêtises. Alors quand ces bêtises me heurtent physiquement, c'est-à-dire que si quelqu'un vient et dit, je vais imposer ma religion, et si tu n'acceptes pas ce que je fais, et si tu n'obéis pas à mes ordres, et si tu ne te convertis pas, je te fais du mal, je t'égorge, je viole tes femmes. Enfin bref, faut lire les textes, hein, c'est comme ça. À ce moment-là, là, ils vont me retrouver, moi, mon FAS 90 et l'armée qui est avec ou derrière moi ou derrière laquelle je suis, face à eux, face à lui. Mais sinon, si ça reste dans le cadre de l'intime, etc. Donc il y a une certaine arrogance à chercher la merde, et j'ai plus envie de chercher la merde, j'ai passé l'âge de faire cela, et je peux comprendre des gens de 20 ans qui sont plus excessifs et peut-être plus agressifs sur ces domaines. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Et donc j'ai une approche agnostique, c'est-à-dire de ne pas dire c'est n'importe quoi, de dire, écoutez, l'observation de l'univers, à mon avis, montre que les croyances religieuses n'ont aucun fondement. Elles n'ont aucune base dans la réalité. Et je précise que c'est à celui qui croit quelque chose de prouver que ce quelque chose existe. Encore une fois, je ne lui demande rien. Et souvent, des gens disent « Pourquoi tu ne crois pas en Dieu ?» Mais moi, je dis « Non, non, ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi toi, tu crois et pourquoi tu viens me faire chier. Parce que moi, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Moi, j'ai la science, j'ai la physique, j'ai l'astronomie, j'ai l'archéologie, voilà. J'ai pas besoin de... Et j'ai des théories qui sont prouvées par Il y a des théories qui sont prouvées par la science jusqu'à ce qu'on aille plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la science se remet en cause. Une religion ne se remet pas en cause. Il n'y a aucune religion qui dit régulièrement, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ce qui est écrit dans ce livre? Ça n'existe pas. Or, la science, c'est constamment dans la remise en cause. Mais encore une fois, ça ne change rien. Si vous voulez croire au lapin de Pâques, vous pouvez croire au lapin de Pâques. Alors, aujourd'hui, je suis agnostique parce que je me dis, après tout, il faut rester ouvert d'esprit. On ne peut pas non plus prouver que Dieu n'existe pas. De la même manière que, même si probablement les religions, qu'à mon avis, et tout montre, l'histoire, l'archéologie montre que c'est le cas, les hommes ont inventé, peut-être par l'inspiration divine, encore une fois, c'est ce peut-être qui fait que je suis agnostique et non pas athée, c'est une possibilité.
Et donc j'essaye, avec l'âge, d'abandonner de l'arrogance et d'acquérir de l'humilité. Bon. Je ferme la parenthèse sur mon avis strictement personnel. Alors pour en revenir à l'islam, comme toutes les religions, il a aussi un aspect très positif, qui sinon il n'existerait pas après 1400 ans d'existence. C'est qu'il, comme toutes les religions, le mot religion vient du latin religare, c'est-à-dire relier les gens. C'est-à-dire que toute religion donne des codes moraux, des systèmes de vie, parfois très ouverts, parfois très réglementés au quotidien. Si vous prenez les religions, par exemple, hébraïques ou musulmanes, justement, ou islamiques, on vous dit tous les jours ce qu'il faut faire. Le nombre de prières, il faut vous laver, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc. Il y a des règles très précises. C'est un mode de vie, c'est un système aussi de contrôle social. Celui qui part il y a parfois des règles qui n'ont aucun sens, mais elles ont un sens d'un point de vue de contrôle social. Celui qui ne met pas sa chemise avec les petites, par exemple dans les Hébreux, celui qui ne met pas la chemise avec ses petites bandes de trucs qui dépassent, on voit qu'il n'est pas strictement religieux. Donc aujourd'hui on s'en fiche, mais dans une époque où suivre la religion était fondamental, il aurait été châtié ou banni de la communauté, et que la communauté est, je vous le rappelle, la tribu dans laquelle on vit et dans laquelle on a tout le sens de notre vie. On est peu de gens à être des loups solitaires. Moi, j'ai tendance à l'être, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ont besoin de vivre en groupe. L'islam est fait de cette manière. Si vous allez dans un pays ou dans un quartier musulman et que vous mangez de manière ostentatoire pendant Ramadan, on va vous dire « Ah, vous n'êtes pas musulman, ça se fait pas », ou si vous êtes musulman et que vous le faites quand même, c'est que vous êtes un mauvais croyant et donc on va vous punir, vous châtier, vous ostraciser ou vous bannir. C'est comme ça, c'est depuis la nuit des temps, chaque tribu a toujours... Tout ça pour dire que c'est pas bien ou mauvais, c'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain bâtit son sens d'appartenance à un groupe et qu'il délimite la différence entre les autres, ceux qui ne font pas partie du groupe, et nous-mêmes. Et il y a des règles qui font dire qu'est-ce qui fait que ceux qui ne font pas partie du groupe sont neutres, des ennemis, des esclaves potentiels, ou des gens à exterminer, ou à convertir, ou autres. Et c'est là où on voit la différence, c'est qu'on voit très bien, alors, les gens parfois, c'est toujours amusant dans les médias où on a souvent des débats, par exemple sur l'islam, où on fait venir 10 personnes, où il n'y a pas un musulman. Généralement, il y a 8 juifs et 2 francs-maçons, enfin, il y a une convergence, vous voyez ce que je veux dire, qui parlent de l'islam, en tout cas, je parle de la France. Dans d'autres pays, ils sont un peu plus raisonnables. Et qui expliquent, non, il y a l'islam modéré, le machin. Alors, moi, je ne suis pas un expert, encore une fois, je ne suis pas un théologien, mais il n'y a pas l'islam, c'est l'islam. C'est-à-dire que c'est le Coran. En tout cas, dans le dogme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une parole révélée par Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, à Mohammed, sur 25 ans, puisqu'il y a une première partie à la Mecque, une deuxième partie à Médine. En tout cas, il y a plusieurs éléments. Et moi, j'ai ma théorie sur comment ça s'est fait, hein, mais j'ai pas mal aimé les livres si vous lisez les livres d'un écrivain français qui s'appelle Lagartan, qui explique à mon avis très historiquement ce qui s'est vraiment passé. Mais enfin, si on croit à la révélation, eh bien, tout est dans le Coran. Il n'y a pas à discuter de est-ce que c'est modéré, est-ce que c'est pas modéré. Vous lisez le Coran, vous savez ce qu'il en est. Et vous voyez que c'est un livre où il y a tout qui est expliqué par rapport à comment on doit vivre, comment on doit gérer soi-même, la famille, le clan, la croyance et le respect les uns les autres et aussi envers Dieu, donc le Créateur, puisqu'il est défini comme ça. Enfin, il y a 99 noms pour Dieu, mais je précise que je crois qu'au tout début du Coran, il y a écrit lit d'abord, c'est ce qui est bien. Malheureusement, c'est pas beaucoup appliqué. Donc quand ils disent lis, c'est pas seulement le Coran, c'est à mon sens, hein, moi je l'interprète comme ça, c'est lire, cultive-toi, etc. Souvent, beaucoup de gens, malheureusement, l'interprètent comme, je vais y venir, sur ne lire que ça. Et puis, donc Dieu, Allah, c'est je me souviens très bien que c'est Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, etc. etc. Il y a 99 noms qui sont tous positifs. Il n'y a pas le jaloux, le cruel, même si le monde autour de nous est cruel. C'est universaliste, c'est pas comme le Dieu et des Hébreux qui est, en tout cas, tel qu'il est expliqué dans la Torah, un Dieu jaloux, exclusif, génocidaire,
horrible en réalité. Enfin, je veux dire, alors les Juifs m'expliquent qu'en fait c'était comme ça que c'était avant et que leur religion a évolué pour ne plus être comme ça. Alors bon, moi, à discuter, intéressant d'ailleurs. Et c'est là où je voulais en venir pour les musulmans, c'est que tout comme les Juifs ne vivent pas en fonction de la règle qu'il y a dans le Deutéronome ou dans le Lévitique, dans la Torah, ben, les musulmans dans le monde, d'ailleurs, appliquent les règles du Coran en fonction de certaines affinités culturelles. C'est-à-dire que l'islam n'est pas vécu de la même manière au Sénégal qu'au Maroc, qu'en Tunisie, qu'en Algérie, et qui est encore très différent de celui d'Arabie Saoudite, de Malaisie et d'Indonésie. Et on voit que l'Algérien souvent utilise l'islam et il y a énormément d'éléments dans le Coran qui vous permettent de l'appliquer avec une géométrie extrêmement grande, avec une variabilité extrêmement grande. Mais on va dire que l'Algérien qui est un peuple, les Algériens qui sont des peuples de montagne, des peuples où la vie est dure, qui est très proche du sud de l'Italie, par exemple, que je connais, va utiliser l'islam pour justifier le comportement de quelqu'un de montagne dans un monde difficile. Dans l'Algérie, c'est un pays, la vie était dure. La Tunisie, un pays ouvert sur le commerce depuis des millénaires, va utiliser l'islam de manière peut-être plus souple, beaucoup plus soft, et beaucoup plus ouvert sur le commerce, et moins d'une approche peut-être moins agressive et avec moins de violence que l'application faite par l'Algérien. Le Malaisien, qui est dans une approche, dans une culture en réalité bouddhiste, va appliquer l'islam avec une approche beaucoup plus asiatique. Chaque culture le fait différent. Moi, j'ai connu énormément de musulmans africains subsahariens, des Africains noirs, qui ont une approche de l'islam encore plus souple et qui parfois le mélangent avec de l'animisme, voire des aspects chrétiens de manière très flagrante et qui sont tout à fait à l'aise avec ça et qui le vivent à l'africaine. Et c'est très très bien. De la même manière qu'un jour, il existe aujourd'hui énormément de convertis à l'islam en Europe, on peut très bien imaginer qu'il y ait un islam un jour européen, et c'est pas exclu, vu comment vont les choses, qu'un jour l'Europe se convertisse en masse parce qu'elle a besoin de spiritualité, etc., à un islam, et alors à ce moment-là, vous aurez des blonds aux yeux bleus, des gens comme moi, convertis à l'islam, et qui auront une façon de vivre l'islam qui est une approche très scientifique, très basée sur la recherche de la vérité, sur la science, et qui trouveront une manière d'accommoder finalement la parole du Coran à la science, tout comme le font les Pakistanais. Les Pakistanais sont une culture très pragmatique, et ils sont capables d'avoir une approche extrêmement performante dans la technologie, tout en en se déclarant soumis à Dieu et musulmans. Donc il y a cette manière il y a un seul islam, c'est le Coran, c'est ce qui est écrit dedans. Mais il y a autant de manières de le vivre que de musulmans à travers le monde. Il y a 1 milliard de musulmans, mais il y a 1 milliard de manières de le vivre. Et l'immense majorité des gens, comme l'immense majorité des musulmans, veulent un avenir meilleur pour leurs enfants, veulent la sécurité, veulent suffisamment de nourriture, veulent avoir une vie paisible et éventuellement atteindre le bonheur. Ils ne sont pas dans la conquête, la colonisation, la guerre. Ce sont d'autres facteurs qui, à mon avis, et peut-être je suis naïf, mais c'est à mon avis, ce sont ces autres facteurs qui expliquent le comportement. Alors, pourquoi aujourd'hui dans le monde musulman il y a énormément de violence? C'est pas parce que c'est le monde musulman, c'est parce qu'il y a des ressources naturelles que les empires, surtout le dernier empire qui est en train de mourir, l'empire américain, à essayer de conquérir, de s'approprier ou d'en faire le déni aux autres. Et avant l'Empire américain, c'était l'Empire britannique et français. Et avant encore, d'autres empires. Et je vous fais remarquer que l'expansion de l'islam, c'est parce que chaque entité, chaque civilisation, elle va avoir tendance à croître et à prendre de l'espace, et bien sûr par la guerre. Parce que c'est humain, c'est comme ça, c'est pas lié à l'islam, à la chrétienté. Si les juifs avaient eu des populations de millions et de millions d'habitants, ils auraient conquis énormément de terres. Or, ils ne l'ont pas fait, et donc ils sont adaptés à une autre stratégie pour subvenir à leurs ambitions et à leurs besoins.
les musulmans l'islam s'est fait à une période d'extrême faiblesse des empires sassanides, perses et byzantins, romains donc, romains d'Orient. Et donc, après quelques batailles, ils ont réussi à conquérir un espace immense et forcément convertir les gens dessous. Quand vous avez une armée opposée qui vient, qu'elle vous dit, bon, bah, soit, et parce qu'elle l'a fait l'exemple, vous savez ce qui se passe en Irak, où on égorge les gens, etc. C'est ce qu'ont toujours fait toutes les tribus du monde lorsqu'elles ont conquéri des terres. Vous savez, ça c'est jamais. Les conquêtes des Mongols, elles n'étaient pas pacifiques. Les conquêtes des Romains, elles n'étaient pas pacifiques. Les conquêtes de n'importe qui, elles n'étaient pas pacifiques. Il faut demander aux aborigènes en Australie ce qu'ils ont pensé de la conquête pacifique des Anglais d'Australie. Bien sûr que non. Et la stratégie qui fonctionne, c'est d'arriver de manière très, très brutale, de montrer l'exemple, et ensuite de dire, si vous êtes avec nous, on sera magnanime, on vous fait payer une taxe, à moins que vous vous convertissiez. Si vous êtes contre nous, on va vous massacrer tant qu'on pourra. Ou tant que ce sera vous qui nous massacrez, évidemment. Il y a toujours le pendant. Et ce qu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, on voit des empires qui s'étendent jusqu'à ce qu'ils trouvent une résistance qui les limite ou que cette résistance prenne le dessus et les repousse. Et dans le cadre de l'expansion de l'islam dans le monde, on voit que l'islam a eu un moment il s'est développé à un moment particulier, et peut-être qu'il y en a eu d'autres de religions qui ont essayé et qui se sont fait massacrer. D'ailleurs, l'exemple existe en Europe, où il y a énormément les Vaudois, les Albigeois, etc. Il y a des religions qui sont, tout d'un coup, qui ont été créées par des mystiques, par des gens, et comme elles n'ont pas atteint un endroit vide de pouvoir, au contraire, elles ont atteint un endroit qui était puissant, cette puissance, l'Église catholique et les nobles qui trouvaient comme une excellente initiative de récupérer les terres à d'autres, les ont massacrés. De la même manière que, justement, cet islam qui a conquis l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et ensuite même une partie de l'Espagne, la Sicile, et ensuite une partie ensuite la Turquie, et a démonté Byzance et est monté dans les Balkans, jusqu'au moment où en Espagne, ils ont trouvé les Francs, d'ailleurs en Gaule, en France, puis les autres peuples d'Espagne qui n'ont pas accepté de se soumettre, qui ont repris de la force. Il y a eu des dissensions internes d'ailleurs sur les musulmans d'Espagne, et cette conquête et c'est intéressant toujours de voir qui a financé la conquête de l'Espagne par l'islam et qui a financé la reconquête entre guillemets chrétienne de l'Espagne. C'est toujours les mêmes, c'est assez marrant. Et à chaque fois ils se sont fait jeter évidemment par ceux qui ont gagné, parce qu'on n'aime pas les traîtres. C'est comme ça aussi c'est un côté humain. Et on n'aime pas les opportunistes. Donc cette approche d'expansion, limite et recul, donc reconquête de la part de l'autre, c'est une constante de l'humanité, ça continue. Le fait que les forces islamiques aient battu à Manzikert en 1071, je crois, sauf erreur, la grande armée byzantine ait capturé l'empereur byzantin, a déclenché la réaction du monde chrétien qui sont des croisades, qui ont duré plusieurs siècles, et qui ont pendant un moment piné la gueule aux musulmans, jusqu'à ce qu'eux-mêmes se redressent et pinent la gueule aux chrétiens, voire même redonnent un coup de fouet à l'expansion ottomane, turque, jusqu'aux portes de Vienne. Et à ce moment-là, les forces polonaises, autrichiennes et de l'Empire allemand ont piné la gueule et ont repoussé petit à petit les musulmans jusqu'en 1914, jusqu'en 1920, avec le démantèlement de l'Empire ottoman. Du côté maghrébin, c'est pareil. L'Afrique du Nord, qui faisait partie de ces empires almoravides, almoyabide, pardon pour la prononciation, a eu une expansion, a commis des actes de piraterie. À l'inverse, les populations européennes ont commencé à fortifier leurs ports, leurs accès maritimes, ont développé de la technologie dans la guerre, les ont combattus, les ont repoussés pour arriver jusqu'au point où même les Américains, dans les guerres barbaresques, ont débarqué à Tripoli, à Tunis, ont bombardé et brûlé Alger, etc. Et par la lutte contre cette piraterie par les Européens, il y a eu, dans la même foulée, effectivement, la conquête de l'Algérois, puis tout ce qui allait devenir l'Algérie, et puis ensuite la Tunisie, la Libye par les Italiens, donc l'Algérie par les Français, la Libye par les Italiens, le protectorat franco-égyptien, etc. sur l'Égypte. À la fin de l'Empire ottoman, le découpage du Moyen-Orient, etc. Et aujourd'hui, l'omniprésence de la puissance américaine, notamment culturelle, mais aussi militaire, sur toutes ces régions. Et on voit qu'il y a cet aller-retour constant qui se fait dans l'humanité. C'est un peu décevant d'ailleurs, parce qu'en réalité, nous avons compris aujourd'hui que
Tout d'abord, nous avons plutôt intérêt à faire du commerce, nous avons plutôt intérêt à ne pas conquérir l'autre, mais au contraire avoir des échanges qui nous élèvent, utiliser les cerveaux. Il y a des cerveaux extraordinaires chez tous les peuples et dans toutes les civilisations, et l'on pourrait utiliser ces cerveaux pour justement résoudre les grands problèmes dans lesquels nous sommes enfoncés jusqu'au cou, et à mon avis, c'est trop tard. Mais non, au contraire, nous continuons à bombarder, et parfois on nous dit, mais on nous dit souvent dans les médias occidentaux, et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, euh, l'islam est un problème, l'islam fait du terrorisme, etc., etc. Mais la plupart des actes de terrorisme dans le monde, ce sont des gens qui se prétendent musulmans, qui tuent d'autres musulmans. Et souvent, c'est une sorte de réaction qui a été faite à des actes de, je ne sais pas si on peut appeler ça du terrorisme, en tout cas de guerre, qui ont été faits par l'Empire américain sur des populations laïques, en réalité, qui étaient musulmanes de nom, mais laïques en réalité. La Syrie, c'était un pays laïque. L'Irak de Saddam Hussein, c'était un pays laïque. Il a été rasé. Alors, peu différent pour la Libye de Kadhafi, puisque c'était une république islamique, mais enfin, c'était un hybride. Il y avait une sorte de socialisme laïque mélangé à l'islam. Ce sont les États-Unis et l'Angleterre qui ont créé les conditions pour peut-être par maladresse, qui ont créé la République islamique d'Iran. Il ne faut pas oublier qui tape qui. Et ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons nous convertir ou nous soumettre. Hein, c'est pas... Mais la réalité, c'est que dans le monde musulman, il y a des problèmes énormes dont une grande partie sont exacerbés et créés par l'Empire américain. Et je le dis à mes amis musulmans qui me regardent, vous dites, les Occidentaux, vous, mais vous, non, laissez-moi tranquille, moi je ne fais pas partie de cet empire américain, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est aussi avec qui j'ai de l'inimitié. Donc, laissez-nous hors de là. Et lorsque des immigrés musulmans qui vivent en Europe, qui ont plus ou moins la nationalité des pays européens, ça veut rien dire à mon avis, parce que c'est pas parce que t'es né au Sénégal, si t'es blanc, t'es pas sénégalais. De la même manière, si t'es noir et que t'es né au Japon, même si t'as un passeport japonais, t'es pas japonais. C'est très compliqué d'être quelque chose d'autre de ce qu'on est fondamentalement. Mais enfin, on peut très bien imaginer que petit à petit, des Européens de souche, et croyez-moi, moi je pense que le mouvement identitaire européen pourrait être un mouvement qui, dans certaines situations, se convertirait en bloc pour dire, mais au fond, nous ne sommes pas forcément contre l'islam, nous sommes contre l'immigration. Et on peut très bien imaginer, et ça c'est un scénario très possible, qu'un pays, par exemple, comme la France, devienne très rapidement, dans les 15 prochaines années, un pays totalement musulman. D'une part, parce que la proportion de musulmans de l'immigration atteint un certain seuil qui fait que elle devient majoritaire, en tout cas dans les urnes. Et là, elle se vengera contre les gens qu'elle considère immoraux, qui sont essentiellement les gens de gauche. Et à mon avis, il fera pas bon d'être un mec de gauche en France. Vous savez, tous les gens qui ont poussé le mariage pour tous, etc. Dans la charia, vous êtes morts. Après, donc laïque, république, c'est fini. Paradoxalement, je pense que les chrétiens seraient assez bien traités. Mais on peut surtout imaginer qu'une grande partie de la population française, qui de toute façon n'est pas spirituelle, n'a pas de religion, n'a pas d'attache à choses, pour éviter de payer des taxes ou simplement pour suivre le mouvement, se convertissent. Et les mouvements identitaires qui sont très ethniques se convertissent également pour pouvoir influencer une politique d'une République islamique française qui disent la République islamique française, elle ne veut pas de gens d'origine africaine ou maghrébine. Et que la République islamique française fasse cette fameuse rémigration et qu'elle gicle la plupart des Maghrébins et des Africains. C'est tout à fait logique, c'est dans le sens des choses. Et là, il n'y a plus de « oui, mais l'islam, on est tous musulmans. Et maintenant, on vous prie de partir. » Ça, c'est tout à fait possible. Parce que croyez-moi, quand on voit les pays musulmans, ils ne sont pas très sympas avec vous juste parce que vous êtes leurs frères de religion. Vous êtes égyptien, musulman, et vous travaillez en Arabie Saoudite, pays musulman,
Le jour où ils n'ont plus besoin de vous, ils vous giclent à coups de pied dans le cul et vite fait. Il n'y a pas de... Ce qui fait que beaucoup de musulmans ont pu venir en Europe, c'est le côté, c'est une idée chrétienne devenue folle, c'est le côté social, c'est le côté, ces bêtises, et qui ont amené cette immigration de masse qui n'a aucun sens. Mais à partir du moment où le basculement philosophique se fait vers une culture qui est plus dure, et qui n'est pas pour me déplaire sur certains aspects, hein. Moi je suis sûr, je vous dis, c'est pas mon ennemi l'islam. Eh bien, on peut très bien imaginer un islam blanc, un islam européen, pas du tout sympa et pas du tout social avec ses frères, ses co-religionnaires venant d'ailleurs. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible et pour l'instant, j'ai entendu personne en parler alors que ça me paraît être une évidence extrême. Bon, alors évidemment, c'est pas cool pour les homosexuels, ce sera pas cool pour pas mal de minorités, mais bon, c'est comme ça. Charlie Hebdo, là, c'est les bureaux qui ferment, hein. C'est pas juste le gilet pare-balles, c'est fini. Alors tout ça pour dire que, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est que, en réalité, le conflit de civilisation qu'on nous montre, il est clairement manipulé, c'est-à-dire qu'on a créé des guerres, les mêmes qui ont créé ces guerres ont en fait encouragé, et on voit comment les États-Unis aujourd'hui encouragent l'installation de migrants musulmans en Europe et aux États-Unis, pour créer des tensions et un chaos, et à mon avis, ce sont des apprentis sorciers qui vont se retrouver avec un résultat très différent de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, au lieu de soumettre les nations en utilisant, et c'est les pires racistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent les musulmans ou les Africains ou d'autres, ils les utilisent comme virus, ils les utilisent comme moyen de pression. Donc pour eux, pour les gens de gauche, pour les atlantistes, les gens qui sont pour l'Empire américain, les musulmans, les immigrés, les gens qui viennent d'Afrique, etc., vous n'êtes qu'un outil. Et ils n'ont pas plus de respect pour vous que celui que l'on peut avoir pour un rat qui vous sert ou j'allais dire plutôt un chat qui vous sert à chasser les rats ou les souris. C'est tout. Donc, à mon avis, le vrai racisme, hein, moi j'ai toujours dit, hein, le vrai racisme, il est là, il est chez les gens de gauche, il est chez les gens qui pensent que vous êtes des bons sauvages, qu'ils vont vous utiliser pour soumettre les nations les unes après les autres. Et donc voilà où vous en êtes, c'est-à-dire que pour eux, vous êtes des barbares et ils vous utilisent. Et c'est quelque chose qu'il faut, vous savez, la racaille musulmane de banlieue en Europe, lorsqu'elle va, wesh, la française, je la viole, etc., vous êtes en train de faire le travail de vos ennemis qui un jour vont vous, si vous avez de la chance, vont vous renvoyer chez vous, alors que chez vous, c'est nulle part, et si vous n'avez pas de chance, ils vont simplement vous buter. Économiquement, socialement ou physiquement. Donc, vous savez, on l'a fait, ça s'est fait dans le passé, ça peut se refaire dans le futur, c'est pas très compliqué. Et si des gens aussi intelligents, instruits et cultivés et riches que les Juifs ont fini dans des trains pour aller en Pologne, je pense que les Maghrébins habitant en Europe, ils vont courir, ils vont même pas aller en train, ils vont y aller à pied. Donc il n'y a pas de problème, hein. S'ils veulent nous niquer, vous, nous, on est tous face aux mêmes ennemis. Et donc ce conflit de civilisation, c'est un objectif pour tous nous soumettre, pour tous nous mettre en esclavage. C'est pas du tout parce que l'islam, à mon avis, hein, encore une fois, je suis peut-être naïf, mais moi j'ai vraiment cette impression que c'est pas parce que l'islam est ce qu'il est, et qu'il a été ou qu'il est parfois violent, comme toute organisation, toute religion humaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je respecte souvent, les chrétiens. Parfois, il y a des chrétiens qui me disent, mais tu sais, l'islam, regarde comme il est violent, nous, on n'est pas violent. Et moi, je dis, mais vous n'êtes pas en train de me donner envie d'être comme vous. Moi, je veux dire, pour moi, une tribu, elle est violente avec ses ennemis. Donc, les gens me disent, l'islam n'est pas une religion de paix. Moi, je dis, mais c'est tout à fait un truc qui m'attire. Parce que moi, je suis certes pacifique, mais je ne suis pas non-violent. Donc, cette approche violente d'une religion face à ses ennemis, alors après, elle est manipulée, on est d'accord aujourd'hui, on est d'accord. Mais moi, le côté pas religion de paix, ça me plaît bien. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être dans une religion de paix. Non, franchement, non. Donc, encore faut-il bien justement choisir ses ennemis. Et donc, et pas gober, vous savez, en Europe, on a vécu 14-18, où on a mis les jeunes Français contre les jeunes Allemands et Autrichiens contre les Russes, alors que
on est le même peuple, à quelques variantes près, mais on est les mêmes peuples, on devait s'entendre, on avait les étoiles et l'univers à conquérir, et on nous a fait nous entretuer pour basses raisons financières et pour des désirs. On a voulu punir le tsar, ensuite on a voulu punir les Allemands, tout en affaiblissant les nations. Voilà, on a eu un siècle de guerre en Europe parce qu'on s'est fait gober, on s'est fait avoir. On a beau avoir notre moyenne de quotient intellectuel à 100, on est tout aussi con que les autres. Hein. On s'est fait choper, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Donc aujourd'hui, on veut que les jeunes musulmans du monde haïssent les jeunes et moins jeunes européens en nous donnant la fin de dire c'est l'Occident qui nous a colonisés. Quand vous ouvrez vraiment les livres d'histoire, vous vous rendez compte que la colonisation, c'est très très différent de ce qu'on nous a fait croire. Que c'est l'Occident qui a détruit le Moyen-Orient. Là aussi, il faut voir qui a détruit quoi et qui a décidé quoi. C'est pas mes grands-pères qui ont détruit le Moyen-Orient. C'est pas ma grand-mère et mon grand-père qui étaient mineurs et qui travaillaient dans des mines de ciment en Italie, qui sont allés découper la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine moderne. Non, il faut aller voir qui a décidé cela. C'est pas très loin, hein, c'est au traité d'Ouchy 1921, etc. et d'autres. Donc, cultivez-vous, souvenez-vous le Coran, lis, premier mot. Et donc, lire les livres qui vont vous apprendre la réalité, qui vont vous apprendre à comment ça va aller. Et puis, éviter à tout prix ce conflit de civilisation. Nous avons plus à nous entendre, nous avons plus à gagner à nous entendre vite maintenant que nous combattre. Et parfois sur Internet, on voit des commentaires qui me font honte, honte de la race humaine, hein, de l'espèce humaine, où je vois des gens qui insultent les autres, qui partent dans des... C'est très dangereux en plus d'être sur Internet, ça vous donne cette haine qui ensuite sera utilisée contre vous. Et moi, je le dis très gentiment à mes amis africains, maghrébins, etc. Vous savez, certes, aujourd'hui, il y a une forme de colonisation, il y a une forme de colonisation de peuplement, il y a un remplacement de population qui se fait en Europe occidentale, hein, ce n'est pas le cas en Europe de l'Est. Mais vous savez, c'est comme toute chose, hein, aujourd'hui, les Européens, ils ont gobé une certaine, et de moins en moins d'ailleurs, ils le gobent de moins en moins, une certaine approche du multiculturalisme, qui, encore une fois, pour les raisons que je vous ai expliquées au début, quand j'étais à Istanbul, me plaisent, ce côté où on peut apprendre les uns des autres. Mais les peuples européens, mis sous pression, c'est comme dans une cocotte minute. Au bout d'un moment, ça va exploser. Et ça va exploser, et apprenez que, regardez dans l'histoire humaine, les Européens, c'est pas les plus intelligents du monde, c'est pas on est moins intelligents que les Asiatiques, par exemple. On n'est pas les plus violents du monde, on est moins violents que les Africains, par exemple. Mais on a cette capacité de choper la technologie et de l'utiliser pour la violence, de manière à ce que même les Chinois, qui pourtant ont inventé une grande partie des technologies, ils ont pensé à la poudre. Ils ont inventé la poudre, mais c'est nous qui avons inventé les canons. On est redoutable. Et j'espère que nous ne sommes pas, en ce moment, comme juste à l'aube des croisades. C'est-à-dire que beaucoup de Maghrébins me disent « Ouais, mais vous savez, on est en train de vous convertir, on est en train de vous conquérir. » Ouais, mais moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on réagisse par l'excès inverse et que ça finisse en génocide et que ça finisse par des bateaux Mistral remplis d'Européens qui débarquent en Afrique du Nord et qui se la jouent à l'australienne cette fois. J'ai pas envie de ça. Et j'y participerai pas. Moi, je le dis tout de suite, moi, je reste dans mes montagnes. Mais mes enfants, dans 15 ans, auront 20-25 ans. Et j'ai pas envie qu'ils fassent partie de ça. J'ai pas envie que nos enfants, des deux côtés de la Méditerranée, et y compris ici, s'entretuent. Et c'est vers ça qu'on va, et c'est vers ça qu'on veut nous faire aller. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre dans les guerres, il y a beaucoup d'argent à prendre dans les conflits. Donc réfléchissons, et c'est maintenant qu'il faut réfléchir, c'est maintenant qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin. Donc si vous êtes identitaire, vous vous sentez européen, ou vous êtes chrétien, ou vous vous sentez agressé par des populations non européennes en Europe, réfléchissez aux actions politiques que vous pouvez faire pour que décemment et raisonnablement on puisse stopper, puis inverser ce phénomène. Laurent Ozon, avec son mouvement pour la rémigration, fait quelque chose de très intéressant, je trouve. De la même manière, si vous êtes
africain, ou maghrébin, ou asiatique, peu importe, et que vous êtes en Afrique, ou en Maghreb, etc., réfléchissez à comment vous pouvez développer votre pays, votre nation, votre continent de manière équitable, de manière saine, de manière juste, de manière efficace surtout, pour justement que vous ne soyez pas dans la dépendance des mecs qui en France ou en Angleterre vous envoient de l'argent tous les mois, ou des allocations sociales que bientôt ne paiera plus, hein, les pays ne paieront plus, les pays européens, envers vous, parce qu'en fait vous avez une adresse en France, vous touchez le fou. On connaît toutes les astuces, hein, tout le monde les connaît. C'est juste que les États préfèrent ne pas faire de vagues pour l'instant. De toute façon, l'argent qu'ils vous donnent, il n'a aucune valeur réelle. Donc très vite, ça va s'arrêter, cette martingale. Et réfléchissez comment vous pouvez utiliser encore les années qui nous restent pour vous en sortir. Et c'est bien pour ça que j'ai écrit mon livre, Survivre à l'effondrement économique, et qu'il a été traduit en arabe. Si vous êtes maghrébin, africain en Europe, franchement, il faut réfléchir à quel est votre lien. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, l'Occident ne vous donne pas envie de devenir occidentaux, bien que, et ça c'est valable pour tout le monde entier, y compris le Moyen-Orient, souvent des gens qui disent oui, mais nous, les musulmans, on ne fait pas les mêmes choses que vous. Mais attendez, vous êtes sur la même route, et vous êtes bien engagés sur la même route, où vous avez les mêmes trucs, la même pornographie, les mêmes... C'est en train de venir à vitesse grand V, vous êtes des consommateurs avides de nouveaux téléphones, de nouveautés, de nouvelles baskets, de nouveaux trucs. Vous croyez juste que parce que dans votre religion, vous ne prenez pas le mariage homosexuel, que vous êtes supérieur aux autres. Peut-être. Mais vous suivez les modes, vous suivez les marques. Les Africains, c'est la sape. Les Nord-Africains, c'est les baskets. À la fin, on est tous humains. Et ces gens comprennent notre cerveau. Et je vous assure que le cerveau d'un musulman, c'est le même qu'un cerveau d'un chrétien, c'est le même qu'un cerveau qu'un athée. Mais ils savent comment nous transformer en consommateurs et nous abrutir et nous rendre débiles. Et c'est ça d'ailleurs le vrai combat de la spiritualité, et c'est là où je retrouve Cheikh Ibrahim Hussein, c'est qu'il nous enseigne à faire chez les musulmans une sorte de djihad intérieur, c'est-à-dire de ne pas, comme les protestants d'ailleurs, comme beaucoup de religions, de ne pas céder à nos instincts, de ne pas céder à la facilité, de ne pas nous avilir pour... Combien de jeunes filles se prostituent pour acheter des nouvelles godasses, de nouveaux sacs à main, y compris des maghrébines, et même beaucoup de maghrébines en France, par exemple, et au Maghreb. Ça sert à quoi? Vous avez un super sac à main, mais vous avez filé votre fouf ou votre cul à un mec. Bon, et vous avez un sac à main. Pourquoi? Parce que ce sac à main, il est bien. Ah bon, pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans une publicité. Tout ça pour ça. Enfin, faites ce que vous voulez, mais réfléchissez à ce que ça peut vraiment dire de maîtriser son instinct, de maîtriser cet acte impulsif de consommation qui est tellement facile aujourd'hui et qui n'est pas sans nous rappeler cette parabole de Adam et Ève et de la pomme, bien qu'on parlait de fruit de la connaissance, hein, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'acte de consommer, c'est l'acte de céder à son envie. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans les histoires véhiculées par les religions. Vous voyez qu'à la fin, on peut se retrouver sur certains points. Mais simplement, voilà, je tenais à vous dire que donc, si vous êtes un maghrébin ou africain ou asiatique, peu importe, et que vous habitez en Europe, réfléchissez. Est-ce que votre objectif, c'est simplement de vous dire, il y a certaines choses dans les pays d'accueil que nous trouvons pas adéquates, et nous allons de manière politique, de manière sociale, d'une manière ou d'une autre, demander à ce que ce soit fait, alors qu'aujourd'hui, on ne vous voit pas dans la politique. Vous attendez que les ventres de vos femmes puissent vous amener à avoir et que l'immigration vous amène à une position de majorité. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Il y a d'autres moyens de montrer que peut-être vous avez quelque chose à contribuer dans cette société et vous serez respecté pour ça, même si on n'est pas d'accord avec vous, peut-être. Mais vous serez respecté pour apporter quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est le cas, la plupart d'entre vous, vous apportez votre travail, des cultures différentes, etc. Il y a de ça. Mais aussi une grande partie d'entre vous, c'est de l'immigration de bouche, vous touchez des allocations, et ça, on ne vous respecte pas. Et vous le savez très bien, la pire des choses, c'est le manque de respect. Et pas, ouais, il faut que tu me respectes. Non, 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 le vrai manque de respect, c'est le mépris. Et parce que c'est le mépris qui amène à la déshumanisation, et c'est la déshumanisation qui amène au génocide. Réfléchissez à ce processus. D'abord, on dit, ils sont pas bien, ensuite, ils sont pas comme nous,
et ensuite on les tue. C'est comme ça que ça fonctionne. On est bien avancé là-dedans, mais on peut encore changer. Donc, réfléchissez à ce que ça veut dire d'être ici. Est-ce que vous pensez être un bon musulman parce que vous violez une Européenne? Ou parce que vous cambriolez des gens? C'est les statistiques qui disent ça. Des gens qui se prétendent musulmans, c'est 90% des viols. En Suède, en Norvège, en d'autres pays. Bon, est-ce que c'est un... Et Cheikh Imran Hussein me le disait, il disait non, ces gens-là ne sont pas musulmans, ils s'auto-excluent de l'islam, ils finiront en enfer, ce sont des criminels. Ça, c'est un discours que j'aime entendre. Et c'est pas parce qu'on viole les gens de mon peuple, de ma tribu, entre guillemets. C'est parce que simplement, je peux pas imaginer qu'il y ait une religion, enfin si, il y en a en fait, mais qui valide ce genre de choses, en tout cas qui le valide ouvertement. Après, on peut toujours mentir, hein, il y a la takfia, il y a tout ce genre de choses, mais ça, à un moment, on doit se méfier, puis à un moment, il faut aussi faire confiance à l'autre, et tant pis si on est naïf. Mais, vous voyez, il y a un effort à faire. Et donc, un effort de vous dire, finalement, on veut contribuer à l'Europe, et en échange de cette contribution, peut-être qu'on va pouvoir rester. Parce qu'on vous acceptera vraiment le jour où ça ira très mal. Et de la même manière que les Blancs qui habitent en Afrique, vous avez intérêt à changer votre comportement et d'arrêter d'être avec les gamines et les gamins et de traiter les gens. Moi, j'en connais plein qui traitent les Africains très très mal. Je pense que vous allez vous faire massacrer. Et je ne vais pas verser une larme. De la même manière, si ça va très très mal, ou même avant, il y a beaucoup d'Africains et de Maghrébins qui vivent en Europe, vous devrez réfléchir à repartir. Si vous ne vous sentez pas bien ici, sachez que ces fameuses allocations, elles vont s'arrêter. Le jour où ça va s'arrêter, vous n'avez pas 3 ans pour partir. Hein. Ça va être la semaine, parce que ça va être tellement le bordel, et c'est ce que j'explique dans mes livres, qu'il va falloir bien réfléchir à pas trop traîner. Et c'est pas une menace, parce que moi, encore une fois, je ne participerai pas à ces choses. Et pour conclure, est-ce que demain l'Europe sera musulmane? En tout cas, l'Europe de l'Ouest, c'est possible. C'est tout à fait possible. La France, la Belgique, l'Angleterre, c'est bien parti. Et que s'il n'y a pas d'effondrement ou de changement majeur, dans 15 ans, c'est plié, c'est fait. Et ça ne veut pas dire que c'est bon pour les populations allogènes. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour les Maghrébins et les Africains qui habitent en Angleterre, en France, en Belgique, etc. Réfléchissez bien à ça. Hein. Faites gaffe à ce que vous voulez parce que vous pourriez l'obtenir. À mon avis, ça va s'effondrer avant. Le système actuel ne va jamais pouvoir tenir suffisamment longtemps. Donc ça va finir en tension. Et c'est à nous de faire en sorte que ça ne dégénère pas en guerre civile, bien que je crains que ce sera le cas. Mais c'est à nous de nous préparer à ce que ce ne soit pas le cas. Et enfin, en tout cas, de réfléchir ce que ça veut dire, une civilisation musulmane. Souvent, on nous parle de siècles d'or de l'islam. Moi, je cherche dans les livres d'histoire. Alors ouais, il y a eu un moment en Espagne où c'était cool. Enfin, à voir encore, parce que les guerres, elles étaient fréquentes et violentes à cette époque. Le siècle d'or de Bagdad, je ne sais pas si ça a duré un siècle, jusqu'à ce que les Mongols mettent tout le monde d'accord. À voir. Ou alors, est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est les peuples? Encore une fois, il y a une différence entre l'islam tel qu'il est vécu en Arabie Saoudite, et je peux vous garantir qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup d'artisans et d'artistes saoudiens, hein. C'est des gens qui viennent d'ailleurs pour fabriquer des choses. Ou alors est-ce qu'on retrouve justement une certaine approche comme en Perse où il y a une grande culture de l'art. C'est les peuples qui font la culture, la religion. Elle lie les gens, mais je suis pas certain qu'on peut dire de manière raisonnable que la chrétienté a amené, elle a donné la motivation de faire des cathédrales. Mais les cathédrales, ce sont les peuples européens qui les ont fabriquées. Comme avant, ils avaient fabriqué les temples et les grandes constructions gigantesques de l'Empire romain, égyptien, grec ou autre. Est-ce que c'est la chrétienté? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est l'islam qui a fait, qui a fait les fabuleuses mosquées qu'il y a à travers le monde? Non, ce sont des gens du coin qui ont eu, par dévotion à Dieu, l'ont fait. Mais voilà, moi je pense qu'il faut détacher la religion et les performances des peuples. Parce qu'ensuite, on va dénigrer un peuple, on va dénigrer une religion parce qu'elle a été prise par... Je veux dire, les Somaliens, ils n'ont rien glandé depuis, je sais pas, 15 000 ans. Et en plus, on les a bombardés, donc c'est pas très intéressant. Mais enfin, ils sont musulmans, on va pas commencer à dire, regardez, l'islam en Somalie, il a rien fait. Ouais, mais non, c'est les Somaliens pour plein de raisons. Mais voilà, on peut pas accuser l'islam de ça. Sinon, moi, je vous prends un pays
qui a rien glandé, je sais pas, qui est en majorité chrétienne, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre, je sais pas, les Philippines. Bon, ils ont subi les guerres, les occupations, etc. Ils se sont convertis, ben, ils n'ont rien eu le temps de fabriquer, et puis certainement, ils n'ont rien glandé. C'est pas bien ou pas bien, je ne suis pas en train de me moquer des Philippins ou des Somaliens, mais même l'approche, simplement l'observation empirique, elle n'est pas suffisante pour juger d'une civilisation. Après, on fait ce qu'on a à faire, et pour conclure, on me dit souvent, je dis oui, mais si un jour ISIS arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais me défendre. Et j'essaie de me défendre déjà aujourd'hui en essayant de faire réfléchir des gens, parce que la meilleure manière de ne pas vous battre avec un ennemi, c'est de lui faire comprendre que c'est pas votre ennemi, et qu'il n'a pas intérêt et qu'il a plutôt intérêt à faire du commerce, ou d'être en neutralité bienveillante plutôt qu'être votre ennemi. Mais s'il doit venir et si on doit subir des attaques, eh bien on se défendra. Et pour finir, je donnerai comme message à tous les gens du monde entier, c'est quand on me dit, mais alors à un moment, il faudra que tu choisisses ton camp. Moi je dis oui, il sera bien assez tôt de choisir mon camp, et je vous assure que ce sera celui des vainqueurs. Réfléchissez sur ça. Allez, salam alaikum, et réfléchissez, soyons ouverts, discutons, soyons respectueux les uns des autres, soyons fermes aussi, il y a des choses que nous n'acceptons pas, il y a des choses qu'il est logique que nous n'acceptions pas, et c'est que entre hommes droits et sûrs d'eux que nous pouvons trouver des moyens d'entente, et donc cohabiter. Sinon, tôt ou tard, ce sera la guerre. Et ce sera regrettable. Préparez-vous, et à très bientôt.